Bon les amis, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez découvrir la BMW i7. Et bien ça tombe bien, puisqu'elle est derrière moi, mais en plus je l'ai eu pendant une semaine. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit peu le bilan, un petit peu le récap de mon essai, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. On va découvrir les nombreux détails de cette voiture, puisque c'est une limousine à 203 000 €. Vous allez voir, elle est remplie de détails, il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Posez-vous confortablement. Abonnez-vous à mon Instagram, c'est très important avant de commencer. Et je vous invite, premièrement, à découvrir la voiture de l'extérieur. Et après, on montera à l'intérieur et vous allez voir, c'est un vrai salon roulant. Allez, c'est parti, on découvre ça. Ça y est, je suis à côté de la petite i7, enfin plutôt immense i7. On va parler du design de l'extérieur avant d'aller à l'intérieur, encore une fois. Grosse i7, c'est un véhicule qui est immense. Très statutaire, non seulement au niveau du look, mais aussi au niveau des proportions. On a un long capot, une voiture qui est assez haute, assez longue, assez large. On est ici sur un véhicule qui est assez lourd, plus de 2 tonnes. On est à 5 mètres de long à peu près. Au niveau de la version, il faut en parler quand même. On est ici sur une version 4 roues motrices, donc X-Drive 60, 544 chevaux et une batterie de 101 kWh utile. Si vous regardez un petit peu mes vidéos et que vous êtes un fidèle de la chaîne, ça devrait vous rappeler le BMW iX que j'ai testé. C'est le SUV, vous savez. C'est un peu la version finalement berline du iX. Au niveau du look extérieur, alors on va en parler rapidement parce que c'est les goûts et les couleurs. Mais c'est une voiture qui, comme je vous le dis, est très statutaire, assez massive. On aime ou on n'aime pas. Moi, au début en photo, j'étais pas fan, mais en réalité, on apprend vraiment à l'aimer cette voiture. Elle est assez impressionnante visuellement et surtout, elle attire l'œil. Alors tout le monde vous regarde quand vous roulez là-dedans. Mais pas à cause de sa couleur, parce qu'on a une couleur relativement simple, noire et grise. Mais c'est au niveau de son gabarit, encore une fois très massive. Mis à part les proportions, voilà, c'est une voiture qui est plutôt ok. Vous voyez sur le côté, c'est relativement simple. On a juste du chrome. À l'arrière, pareil, c'est simple. Assez cubique, assez massif, mais il n'y a rien non plus d'extravagant. Voilà, c'est pas tape à l'œil. C'est juste impressionnant visuellement parce qu'on voit une masse se déplacer, un cube se déplacer et les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir ça entre guillemets sur les routes. Voilà, comme je vous le disais, on est ici sur une version à 203 000 €. Il y a pas mal de configurations, vous pouvez vous faire plaisir. Ce qui me permet de parler d'ailleurs de la recharge, même s'il n'y a aucune transition entre ces deux parties, mais c'est pas grave. Il y aura une vidéo road trip qui soit est sortie, soit qui sortira avec cette i7 où on parlera en détail de la recharge en situation réelle. Mais en tout cas sur le papier ici, on est à 195 kW en courant continu. C'est très bien. Sur le X, j'avais adoré. Ici, c'est pareil. Il faudra compter une grosse demi-heure pour une recharge, parce qu'on a une batterie de 100 kWh quand même, donc c'est assez lourd. Mais en courant alternatif, on est seulement à 11 kW. On aurait aimé du 22 kW quand même. Ça a tendance à se généraliser. Certes, vous allez me dire, Max, le 22 kW, ça ne sert à rien. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Le 22 kW, c'est quand même cool. Ça permet de se recharger relativement rapidement sur des bornes en type 2 qui sont quand même moins chères au niveau du prix du kilowattheure. C'est important ou non, mais bon, certes, même si les gens qui conduisent ça ont de l'argent, moi, je trouve ça important quand même de pouvoir se recharger relativement rapidement sur du 22 kW. Quand on voit qu'une Mégane, une Zoé ou une Smart #1 ont du 22 kW, on aurait aimé avoir ça sur une voiture à 203 000 €. Bon voilà, au niveau du design, on va pas en parler pendant 1000 ans, puisque finalement, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je vous emmène dans le coffre, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, je vous emmène dans le coffre, et après on parle de l'intérieur, où là, il y aura vraiment beaucoup de choses à dire. Allez, c'est parti. Alors vous allez halluciner les amis, puisque déjà, tous les boutons, toutes les portes, tout sur cette voiture est électrique. Et des moteurs partout. À l'arrière, on retrouve d'ailleurs le petit logo BM. Et là, il y a un petit lave-glace intégré, c'est plutôt pas mal. Ici, on le voit, il y a du chrome sur les feux. C'est joli en termes de présentation. Encore une fois, très massif, très cubique. On appuie sur le bouton, ça s'ouvre. Et là, bon, il y a un petit peu mon bordel, mais globalement, on retrouve un coffre qui est quand même assez grand en termes de capacité, mais pas non plus gigantesque. Je ne sais pas ce qu'on a en termes de capacité en litres, je vous le mets, et ce serait intéressant de comparer avec d'autres modèles, mais le coffre n'est pas gigantesque. D'ailleurs, on a aussi un double fond dans la voiture et on n'a pas de frunk à l'avant. D'ailleurs, le capot à l'avant ne s'ouvre pas, visiblement. Voilà. Quand on ouvre la porte, le mode lounge s'enlève. Mais regardez comme on est bien à bord de cette i7. Vous le voyez encore une fois, c'est vraiment une voiture qui est faite pour se faire conduire. C'est absolument fabuleux à l'intérieur de cette i7. Vous allez voir, il y a des gadgets partout. Déjà, on va parler de ce magnifique siège lounge qui est disponible uniquement sur la partie droite de la voiture puisque le siège passager, lui, s'avance. Tous les fauteuils déjà de cette voiture sont chauffants, massants, ventilés, chauffants, enfin tout. C'est exceptionnel. On a ici les portes, on a un écran où on peut tout contrôler. Vraiment absolument tout puisqu'on peut
modifier les modes de conduite, le son de la voiture, la climatisation. On peut tout modifier uniquement à bord de cet écran. Et le conducteur n'a pas son mot à dire. Bon, les amis, vous le verrez, on a aussi un mode théâtre dans la voiture. Le mode théâtre, c'est quoi? C'est on a un écran de 8K qui se déploie juste devant les passagers à l'arrière. On peut connecter de l'HDMI, de l'USB-C. On a YouTube, Amazon Fire TV qui est installé de base. Alors malheureusement, j'ai pas pu le tester lors de mon essai puisqu'il faut une eSIM, mais j'ai l'impression que l'abonnement eSIM intégré à la voiture est expiré. Alors j'ai pas réussi à utiliser YouTube, c'est dommage. Mais sachez que tout ça est disponible, bien entendu, dans la i7. Quand vous mettez le mode théâtre, tous les volets se ferment. On a des volets partout, sur les côtés et à l'arrière. Vous êtes vraiment dans un cocon. On a toutes les connectiques, tout ce qu'il faut, de l'USB-C, de la recharge induction, partout. Un système son de malade, Bauer & Wilkins. Encore une fois, cette voiture, au niveau des aspects confort, conduite, etc., vous allez voir aussi sur la route, elle tient toutes ses promesses et il n'y a rien à dire. C'est vraiment parfait. Et encore une fois, toutes les portes sont électriques. Donc moi, je vous laisse. Je vais aller dormir un petit peu. Hop. Je monte dans la i7, je mets le pied sur le frein, la porte se ferme. C'est incroyable aussi. Alors, quand on monte à bord de cette i7, on découvre un environnement fou. Alors clairement, je dois vous l'avouer que il y a certains points, moi, qui me déçoivent un petit peu en termes de matériaux par rapport au iX que j'avais découvert et qui est encore une fois un poil un petit peu plus raffiné, on va dire. Pourquoi? Le iX propose une planche de bord en alcantara bleu, en daim bleu, enfin c'est vraiment magnifique. Ici on a un intérieur finalement plus classique, entre guillemets. Avant tout, on va parler des matériaux. Ici sur la planche de bord, là, c'est moussé, c'est agréable. Et là, les gars, c'est quoi ça? Pourquoi on a un plastique effet bois qui rend pas vraiment super bien? On aurait aimé limite un vrai morceau de bois ou quelque chose, mais visuellement c'est brillant, c'est pas foufou. Très honnêtement, j'ai été assez déçu par ce matériau ici et on retrouve aussi beaucoup de noir laqué. On sait que le noir laqué ça vieillit pas très bien et on en a partout, que ce soit sur les portes ou la console centrale, alors que sur le X on avait du bois. Mais voilà, ici on a des matériaux plus classiques. On retrouve toujours nos petits boutons Swarovski un petit peu partout. D'ailleurs on a même du Swarovski dans les phares, enfin voilà. La partie la plus jolie de cette voiture, c'est ce bandeau là, ici. Bandeau qui intègre un éclairage d'ambiance qu'on peut modifier avec des boutons tactiles, etc. C'est magnifique, c'est parfaitement bien intégré. Ça donne un côté chaleureux à l'intérieur, c'est vraiment parfait. On retrouve tout ce qu'on connaît déjà chez BM, c'est-à-dire que ceux qui sont habitués ne seront pas dépaysés. Quand on appuie sur Start, déjà le volant se baisse, etc. Et on peut interagir ici avec l'écran. Alors au niveau de l'écran, qu'est-ce que ça donne ? Et bien encore une fois, c'est un petit peu du connu. Pour ceux qui sont habitués, entre guillemets, moi j'avais testé le iX1, le iX et du coup cette i7, même la i4, et ben c'est la même chose quasiment. On a une interface qui est plutôt bien faite, plutôt bien réfléchie, on a beaucoup de fonctions, beaucoup de boutons. Surtout dans cette i7, on a toutes les fonctions donc, qui permettent de régler les sièges, etc. C'est très complet. Nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on est dans une voiture électrique, c'est tout ce qui est planificateur d'autonomie, etc. Et bien, on en a à l'intérieur de cette voiture. Alors, j'ai pas encore fait mon road trip. Je sais, de par mon expérience, qu'on peut le faire confiance. Enfin, on peut vraiment y aller les yeux fermés. Il est très efficace chez BMW. Alors, quand on met une destination dans le GPS, il nous indique du coup là où est-ce qu'on va s'arrêter. L'opérateur de recharge, le pourcent avec lequel on arrive, le pourcent avec lequel on part, combien de temps ça va durer, etc., etc. On a toutes les infos et moi je n'ai jamais eu de problème. On a des petits réglages sympathiques comme pour le réglage du son, on peut tourner sa main devant l'écran ou changer de musique en faisant des petits gestes à droite, à gauche. Ça c'est du gadget, ça marche pas à tous les coups. On a bien entendu Apple CarPlay, Android Auto. Je vais être honnête avec vous, déception à ce niveau-là puisque, eh bien moi je n'ai pas réussi. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug et je n'arrive pas à mettre mon CarPlay. Et même le Bluetooth, etc. ne fonctionne pas très bien. Alors c'est dû certainement à cette voiture d'essai qui est un modèle de presse. Il y a peut-être une mise à jour à faire. Mais voilà, moi je n'ai pas pu trop tester. En tout cas, c'est disponible. Bien entendu, au niveau du conducteur, on a toutes les informations de base. Un volant très simple avec très peu de boutons. On peut régler la disposition comme on le souhaite. Affichage tête-haute très efficace, très grand. Il n'y a rien à dire. On retrouvera du coup sur cette petite console centrale ici pas mal de boutons avec des retours haptiques. Ça marche bien, c'est très efficace et très agréable à utiliser alors qu'on est sur du tactile. Comme quoi le tactile, lorsqu'il est bien géré, eh ben, ça fonctionne parfaitement bien et moi j'y vois pas de problème. Bon les amis, ça y est, on prend la route avec la petite BMW i7.
Il y a pas mal de petites choses à dire sur cette voiture. C'est pour ça que je suis content. C'est toujours intéressant de tester quand même les véhicules ultra haut de gamme comme cette i7. C'est intéressant de voir aussi ce qui se fait de mieux finalement en termes d'automobile à ce jour, puisque au-dessus encore de la i7, on est sur des véhicules qui sont bien plus exceptionnels encore. Alors qu'est-ce qu'on a à 203 000 € sur cette i7 par rapport à une autre voiture? Et bien finalement, tout est plus confortable, tout est plus sécurisant, tout est plus poussé, tout est mieux en fait finalement. Déjà, premièrement, en termes de confort, vous vous en doutez, c'est assez fabuleux. On a des suspensions qui sont en plus réglables sur cette voiture. Tu es sur un coussin d'air quoi. Il n'y a pas à chier, c'est assez fabuleux. Quand on modifie les modes de conduite, la suspension se raffermit, etc. Voilà, c'est dingue. Clairement, la suspension de cette voiture, le confort est dingue, surtout en tant que passager, mais en plus en tant que conducteur, c'est extrêmement bon aussi. Aussi au niveau de la direction, c'est plutôt direct, ça marche plutôt bien. Encore une fois, c'est pas une voiture sportive, hein, on le ressent tout de suite. Quand on prend des virages un petit peu forts, ça se vautre un petit peu, c'est lourd, hein, c'est pâteau, mais ça a le mérite de bien marcher. Ça a le mérite de bien marcher aussi avec les 4 roues motrices qu'on a ici sur cette voiture. Alors quand on met en mode sport, voilà, là on a toute la puissance et en 4 roues motrices, là pour le coup ça marche bien. On a un bon dynamisme aussi dans cette voiture. On a les 544 chevaux et surtout, alors je vais vous montrer quelque chose. Là vous voyez, je vais faire un petit demi-tour. Bon là ça passera pas en une fois bien évidemment, mais c'est juste pour vous montrer. On a les 4 roues directrices, ce qui fait que la voiture braque extrêmement bien finalement pour un véhicule de ce gabarit-là, ce qui fait qu'en ville, la voiture est aussi plutôt maniable hein, finalement. Petit 0 à 100 pour vous montrer tranquillement. Je suis en mode sport. 3, 2, 1. C'est parti! Voilà, c'est plutôt pas mal. Et on se met en mode B, le mode de récupération d'énergie maxi de la voiture qui nous permet de récupérer l'énergie au freinage. Vous l'avez vu, ça marche plutôt bien. On a aussi un système, c'est le Iconic Sound, qui varie aussi en fonction des modes. Alors tout ça, ça participe aussi au plaisir de conduite. Et je peux vous dire que c'est assez addictif. Hein. Tu as envie de rouler quand même assez fortement avec cette voiture. Donc il faut faire gaffe quand même. Ça marche tellement bien et avec le Iconic Sound, on s'y prend vraiment. Et encore une fois, même si c'est un son artificiel qui sort des enceintes dans la voiture, ça participe vraiment au côté plaisir. Comme quoi le son participe au plaisir dans l'automobile. Il ne faut pas non plus se leurrer. Bon voilà, là c'est toutes les petites fonctions sympathiques que je vous ai montrées. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus impressionnant sur cette voiture? C'est pas l'autonomie, c'est pas la consommation, etc. C'est les aides à la conduite. C'est assez fabuleux. On avait eu l'occasion de découvrir tout ça sur le iX et sur le iX1, etc. Parce que BMW propose différents packs. Hein. On a le Drive Assist, Drive Assist Pro, etc. Ici, on a le Drive Assist Pro, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai l'impression que c'est vraiment encore plus poussé que le reste des aides à la conduite qu'on retrouve chez BMW. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que sur cette i7, on a des petites choses en plus. On a bien entendu dans ce pack-là tout ce qui est aide au stationnement. Donc la voiture se gare toute seule. On a aussi la fonction qui permet de parcourir les 50 derniers mètres en marche arrière automatiquement. La voiture enregistre les 50 derniers mètres. Voilà, ça c'est des fonctions qu'on avait déjà découvert ensemble. Et alors l'ergonomie est parfaite, c'est-à-dire qu'on appuie sur un seul bouton et hop, ça y est, on est en conduite semi-autonome. Donc là, la voiture roule toute seule. Le volant est capacitif, donc elle va me demander de mettre la main. Donc je mets la main, ça détecte, mais j'ai déjà vu mieux en termes de détection. Parfois ça détecte pas très bien, il faut vraiment insister. En quoi je suis choqué de ces aides à la conduite, c'est que finalement, vous n'avez que le volant à tenir quand vous roulez avec ce mode. C'est-à-dire que vous n'avez pas à toucher aux pédales. Ici, la voiture a détecté le rond-point qui est en face de moi. Je ne touche absolument pas aux pédales, hein. J'ai les pieds qui sont loin des pédales. La voiture ralentit d'elle-même, j'ai mon régulateur qui est à 80. Elle voit le rond-point, elle va ralentir juste avant le rond-point. Regardez, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Là, je mets mon petit clignotant. Voilà, tranquille. Bon, par contre, elle le prend à 30 km/h, donc attention, s'il y a des gens derrière, ça peut être un petit peu embêtant. Et là, la voiture repart. On a une lecture des panneaux. Là, elle a vu le panneau 70, elle me demande « Est-ce que tu veux te mettre à 70 ?» J'appuie sur 7. Donc c'est bien, c'est pas automatique, donc c'est pas envahissant, ça c'est plutôt top à ce niveau-là. La voiture voit les intersections, les courbes. Donc en l'occurrence ici, vous voyez, elle prend parfaitement la courbe et ça marche même lorsque le marquage au sol est dégradé, voire même inexistant parfois. C'est ça qui est bluffant. On va se mettre à 80, bon, même si c'est 70,
juste pour vous montrer comment la voiture réagit dans les virages, puisque encore une fois, elle ralentit d'elle-même à l'approche d'un virage ou d'un croisement, et ça c'est vraiment fabuleux. Vous voyez, même un virage assez prononcé, elle le prend sans problème. On peut vraiment y aller, quoi. Alors ça marche aussi sur les sorties d'autoroute. Par exemple, vous êtes sur l'autoroute à 130, vous n'avez pas mis de destination dans le GPS, puisque ça marche même sans mettre de destination dans le GPS, ça c'est fou. Hein. Et bien lorsque vous mettez le clignotant pour sortir, elle va d'elle-même freiner en étant dans la voie de décélération. Donc pas besoin de toucher aux pédales, hein. Ça c'est fabuleux encore une fois. Alors bien entendu, là ici on est sur départemental, il n'y a aucun bruit de roulement, aucun bruit d'air. Hein. C'est parfaitement bien insonorisé. On a du double vitrage partout. Là, on a un petit virage marqué. On va essayer de le prendre pour voir comment la voiture se comporte. Donc, vous voyez, c'est assez pâteau, mais ça tient plutôt bien. Les 4 roues directrices aident vraiment, on le sent. Hein. Là, c'est parti. Je suis à 130, vous le voyez. Encore une fois, les aides à la conduite parfaitement bien calées au milieu de la voie. Il n'y a rien à dire encore une fois. Les bruits d'air très discrets, pas de bruit de roulement. Alors qu'est-ce que ça donne en termes d'autonomie et de consommation sur cette voiture? Puisqu'on est dans une voiture électrique et c'est quand même un paramètre important. Eh bien, je suis mi-figue, mi-raisin. Alors j'ai pas encore fait mon road trip. Du coup, je vais peut-être en apprendre encore un petit peu plus puisque je pars là dans quelques heures en road trip. Comment ça se passe au niveau des consommations? Globalement, j'ai fait 300 km entre Paris et le nord de la France, donc Dunkerque. J'avais une consommation d'à peu près 19 à 20 kWh au 100 km. Alors là, globalement, on était dans les conditions idéales, hein, c'est-à-dire que pas de vent, il faisait très beau et je roulais à 130 km/h tout du long. Et je roulais en mode classique, hein, pas de grosse folie, on va dire. Là, globalement, je suis plus à 20, 21, voire même 22 kWh au 100 sur autoroute avec une bonne partie aussi de mixte. Donc ça nous donne une plutôt bonne idée de l'autonomie réelle. Hein. La batterie fait 100 kWh, ce qui nous fait environ 400 km d'autonomie réelle. Alors finalement, on les aura à nos 400 km, mais là on est au mois de septembre, donc on a des conditions qui sont plutôt favorables. L'hiver, on consommera un petit peu plus, et puis avec les 4 roues motrices, c'est pas finalement la version la plus efficiente. Hein. Pour ce qui est de la ville pure, on est pareil, on a les mêmes autonomies finalement. On est encore une fois à 19-20 kWh au 100, puisqu'une voiture électrique ne consomme pas forcément moins en ville. Hein. Surtout pour ces modèles-là qui sont très très lourds, il faut toujours relancer la voiture, il faut lui donner de l'élan. Mais voilà, en ville, pareil, on aura nos 400 km. Si on pousse un petit peu, on pourra avoir 450. Voilà, ce qui est plutôt correct, mais c'est vrai que finalement, l'autonomie descend un petit peu rapidement. Bon, là, je suis à 44%, donc même si la batterie est gigantesque, on a encore beaucoup d'autonomie, mais tu as tendance à vouloir recharger quand même la batterie pour pouvoir rouler sans devoir t'arrêter sur les stations de charge. Donc, tu as tendance à vouloir anticiper un petit peu si tu fais un long trajet. Donc, tu recharges quand même, tu fais des petits appoints, un petit peu à droite à gauche. Mais l'autonomie de cette voiture est bluffante, on le verra et vous le verrez dans la vidéo road trip. Je pense que c'est une très bonne routière et elle s'en sort très bien, que ce soit en termes d'autonomie sur autoroute ou même aussi au niveau de la recharge. J'ai pas trop de points négatifs finalement, j'en ai même pas du tout, si ce n'est le gabarit de la voiture qui vraiment demande un petit temps d'adaptation, mais j'ai pas de points négatifs. C'est une voiture assez exceptionnelle, je voulais vraiment la tester, aussi par curiosité. Évidemment, j'en suis pas du tout déçu, vous vous en doutez, mais en tout cas, c'était une très très belle découverte. Je remercie BMW France qui m'a permis de réaliser cet essai d'une semaine quand même. Donc merci pour leur confiance. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon Instagram et à tous mes réseaux qui sont en bas en description. Moi, je vous dis à la prochaine, parce que j'ai pas d'autre chose à rajouter sur cette petite BMW i7. Donc je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao!